Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde conférence du village Catel à l'occasion de Santexpo Live. Comme chaque année, nous sommes ravis de participer à cet événement majeur en France sur la santé numérique. Nous réunissons aujourd'hui des startups innovantes qui vont tour à tour se présenter et nous allons débattre sur quel levier pour une collaboration hôpital-startup efficace. Je propose donc de donner la main à Sylvain Bonnet, DG Europe d'Observia, pour qu'il puisse se présenter. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Déjà, ravi d'être ici et de pouvoir partager ensemble. Pour présenter Observia en quelques mots, donc Observia, nous on est ce qu'on s'appelle des pionniers de la health tech, hein. Nous, on est une startup qui existe depuis maintenant 10 ans, en fait, nos 10 ans cette année. Et notre vocation, c'est améliorer la vie des patients et faciliter le quotidien des professionnels de santé. Donc concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit, on configure et on déploie ce qu'on appelle des solutions d'accompagnement et d'engagement patient qui ont plusieurs caractéristiques. Une première caractéristique qui est d'être personnalisé, une autre caractéristique qui est d'être multicanal et une dernière caractéristique qui est d'être accessible à tous. Donc finalement, notre métier qui est de concevoir, de configurer, de déployer ces solutions fait que, au final, on a développé plus de 70 solutions qu'on va appeler e-santé différentes, hein, avec plein de formes différentes. Donc, des solutions directement pour le patient qui peuvent avoir des formats de ce qu'on peut appeler des programmes patients, c'est les systèmes de coaching patient, des systèmes de chatbot qui peuvent être intégrés dans des sites web d'associations, d'hôpitaux, ce qu'on peut appeler des PRO, donc des Patient Reported Outcome Systems, qui sont des systèmes de monitoring entre le patient et le professionnel de santé. Et puis, on a aussi tout un univers qui est dédié aux professionnels de santé, donc dédié en fait à l'amélioration de son échange avec le patient, autour des plateformes d'entretien pharmaceutique, des plateformes de conciliation médicamenteuse ou encore des plateformes d'éducation thérapeutique. Et donc, c'est plus autour de ces outils directement dédiés aux professionnels de santé et aux établissements que je vais parler aujourd'hui. Donc voilà pour observer en quelques mots. Très bien, merci beaucoup. Swazik Ambrosi, fondatrice de Vemni. Bonjour. Donc, Vemni, c'est une plateforme digitale qui recrée un nouveau dialogue entre les industriels de santé et les médecins. Donc, on ouvre un nouveau canal de communication via notre plateforme web. Sur cette plateforme, les industriels viennent présenter sous des formats de courtes vidéos des présentations de leurs médicaments, donc soit des solutions thérapeutiques innovantes, des produits matures, des produits sous ATU, mais également des essais cliniques et des dispositifs médicaux. Et le médecin, il va naviguer de façon anonyme et gratuite sur la plateforme. Il va pouvoir poser des questions au laboratoire, solliciter des rendez-vous avec des visiteurs médicaux et échanger avec ses confrères. On a également un algorithme qui va venir lui suggérer des vidéos qui sont susceptibles de l'intéresser et renforcer ses connaissances concernant les pathologies rares pour identifier au plus vite les patients qui pourraient souffrir d'une telle pathologie. Merci beaucoup, Swazik. Audrey Gouache de Tabotel. Bonjour, je représente Tabotel. Je suis particulièrement responsable de l'expérience patient au sein de Tabotel, entreprise qui a été créée en 2016 et qui s'est concentrée au début sur la simplification digitale des parcours d'arrivée dans les hôtels, donc de check-in, et qui en fait rapidement a en fait commencé à travailler avec des établissements de santé et des groupes d'éditeurs de santé aussi pour en fait adapter notre produit qui était très similaire à l'admission hospitalière ou clinique ou autre établissement de santé, de la préadmission avant l'arrivée à l'admission sur site. Donc tout ça avec des schémas d'utilisation sur le web ou le mobile, sur des bornes physiques, et ensuite après jusqu'à l'orientation et l'attente intelligente dans les espaces de santé. Très bien. Et pour terminer ce tour de table, Mehdi Ben Arbrou de Ambler. Bonjour à tous et ravi d'être dans cette table ronde. Les projets que j'ai entendus sont tous top. Donc Ambler, nous, on s'occupe d'améliorer le transport des patients
Donc, le transport des patients, c'est ce qu'on appelle aussi le transport sanitaire. On parle des ambulances, des taxis conventionnés, des VSL, donc pour véhicules sanitaires légers. Et donc, c'est un secteur de la mobilité qui représente environ 80 millions de transports par an chaque année en France. Ce qui est, à titre de comparaison, plus gros que tous les taxis et VTC confondus, pour vous donner une idée un petit peu de quoi on parle. Et alors, du coup, tout ce secteur, cette filière, en fait, représente un coût organisationnel énorme pour les hôpitaux qui doivent interagir avec tous les ambulanciers privés, qui sont au nombre de 5000, donc c'est vraiment quelque chose de très, très éclaté. On n'a pas de monitoring de la qualité pour le patient à l'échelle de ces 80 millions de trajets par an. Alors, du coup, on a lancé Ambler il y a environ 3 ans et la caractéristique qu'on a, un petit peu comme Audrey de Tabotel, c'est qu'on vient, en fait, on a une identité qui est assez exogène au milieu de la santé initialement, puisqu'on vient de la mobilité grand public. Notre équipe d'ingénieurs, il y a pas mal d'anciens de chez Blablacar notamment, ou de l'opérateur Flixbus pour les autocars, donc le transport de personnes par autocar. Donc, en gros, l'idée qu'on a, c'est tout simplement de déverser sur la filière du transport sanitaire les pratiques de la mobilité grand public et du coup, d'améliorer, on va dire, et d'optimiser tout ça. Merci Mehdi. Alors donc dans ce secteur santé, ayant ses propres spécificités organisationnelles ou réglementaires, pouvez-vous nous partager un peu votre expérience d'innovateur tout au long de ce parcours et la promesse que vous venez nous expliquer chacun? Qui souhaite commencer pour partager son expérience d'innovateur? Écoutez, je suis volontaire, puisque… Ouais, alors du coup, l'innovation, en fait, chez nous, c'est surtout une innovation organisationnelle. En gros, on n'a rien inventé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà dans le VTC, dans l'autocar, dans le covoiturage, des plateformes qui centralisent et qui organisent, on va dire, les liens entre l'offre et la demande de mobilité. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement adapter ce schéma-là à l'hôpital. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller convaincre effectivement de laisser tomber le téléphone et les papiers, etc., et les fax et compagnie, et maintenant que ça peut se passer tout simplement de manière digitalisée, et de convaincre les hôpitaux que ça, c'est justement pour pouvoir impacter en aval la qualité pour le patient et décharger les personnels hospitaliers comment dirais-je, de tâches chronophages et à très faible valeur ajoutée pour que justement ils puissent se recentrer sur les soins. Donc, l'idée de l'innovation, en tout cas le challenge et la problématique telle qu'on peut la poser chez nous, c'était de recentrer l'organisation du transport sanitaire avec une technologie en support, mais aussi du service, un service de guichet pour les transporteurs et un service de régulation humain qui supervise en fait toutes les commandes qui passent chez nous. L'idée, c'était vraiment de créer une organisation centrée sur le patient. Et donc, c'est ça le challenge d'innovation. Je pense qu'on aura le temps de revenir, en tout cas, dans la table ronde sur comment, sur les freins, etc., qu'on a pu avoir. En tout cas, le challenge pour nous, c'était ça, changer l'organisation et les relations entre établissements et transporteurs sanitaires. Bien. Audrey de Tabotel, y a-t-il… Merci. Alors, notre histoire d'innovateur au sein de Tabotel, elle est, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. On a construit une plateforme qui s'adapte et qui permet de construire des scénarios sur mesure pour l'hôtellerie au début, venant pour certains du tourisme et d'autres du monde de l'édition de logiciels. Et sur cette niche, en fait, on a créé quelque chose qui existait peu à l'époque, qui était en fait des manières de faire du check-in mobile, du check-in assisté sur des kiosques, des bornes dans les lobbies d'hôtels. Et c'est quelque chose en fait qui nous a construit un monde de bonnes pratiques et en tout cas un socle logiciel très critique parce que c'est des opérations critiques pour un hôtel. Et en fait, nous, cette culture de la rigueur de la plateforme en low-code, mais qui soit du sur-mesure, mais hyper rigoureuse et qui puisse interconnecter sans faille avec de multiples systèmes d'information hôteliers ou de contrôle d'accès de porte ou de paiement, nous a donné une culture de l'agilité, de gestion multipartenaire. Et ça, en fait, quand on a vu sortir des premiers appels d'offres dans la santé, qui cherchaient de l'amélioration des parcours patients à l'arrivée dans les établissements. On a vécu ça comme un team building. Je ne vous le cache pas, au début, on s'est dit, OK, on a une semaine pour répondre à l'appel d'offres parce qu'en fait, on sait qu'on est pertinent.
Et on y a cru. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu pour nous une dynamique de croissance très forte dans l'entreprise. Alors, d'autant plus avec, vous voyez bien, la crise sanitaire aujourd'hui et l'impact que ça a sur le tourisme. Ce qui, du coup, nous permet, et l'impact que ça a sur la gestion des flux dans les hôpitaux, beaucoup plus de patients en ce moment depuis 1 an, des rentrées d'argent qui sont décalées parce qu'il y a des décalages d'opérations à cause du Covid. Donc, aujourd'hui, on a des établissements qui nous demandent d'innover avec eux pour mieux accueillir et que leurs équipes, en fait, puissent vivre avec cet effort soutenu. Et des établissements qui nous demandent d'améliorer leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité. Et en fait, toutes ces bonnes pratiques d'amélioration de la rentabilité, gestion des flux, paiement, donc le recouvrement pour un hôpital, notre solution le permet. Et aujourd'hui, du coup, on déploie facilement des projets santé qui ont un vrai impact. Et donc, c'est finalement presque eux en ce moment les plus gros innovateurs, quoi. C'est ce secteur santé qui porte cette innovation. Moi, selon moi, quand même dans l'ADN, quand on est scientifique, on comprend cette démarche d'apprentissage et de découverte et de test. Et voilà, c'est quelque chose qui est quand même inné. Et que vous enrichissez par rapport… Pardon ? Oui. Et que vous enrichissez par rapport à cette expérience que vous tirez d'autres secteurs qu'autres que… Voilà, ils sont tout à fait OK pour accepter des bonnes pratiques qu'eux vivent dans leur monde. Hein, quand ils voyagent, quand on achète quelque chose sur une plateforme de e-commerce, on a des bonnes pratiques d'être humain aujourd'hui, digitales, qu'on accepte forcément dans le monde de la santé. Il n'y a pas de raison en fait, de ne pas les accepter. Et ce monde agile de la start-up, parce que plus petite structure, orientée hyper résultat, leur permet en fait d'innover rapidement. Et ça fonctionne. En réaction pour Sylvain? En réaction, et pour raconter aussi un petit peu notre histoire chez Observia, enfin, cette histoire de comment on est innové, il y a quelque chose justement entre Mehdi et Audrey, c'est apporter des choses qui se fait dans un autre secteur. C'est souvent comme ça qu'on innove. Et puis ça passe aussi par l'observation. Quand j'évoquais tout à l'heure donc en introduction, le produit aujourd'hui qui grandit beaucoup et qui a énormément d'avenir chez nous pour l'hôpital, c'est cette plateforme d'éducation thérapeutique digitalisée. L'observation, elle est simple, c'est-à-dire qu'on va à l'hôpital, on regarde comment se passe l'éducation thérapeutique aujourd'hui et on a les professionnels de santé, les coordinateurs d'éducation thérapeutique qui arrivent et qui nous montrent ça, c'est mon éducation thérapeutique, finalement, on ne voit pas très bien. Mais… Et ils arrivent en fait avec, ils ouvrent des placards et on voit des milliers de dossiers. On se dit, il y a un problème. Et du coup, après, on regarde dans d'autres univers, on se dit, mais il y a des choses hyper simples avec un petit peu d'algorithmique et justement la plateforme, on peut apporter ça et centraliser et coordonner l'éducation thérapeutique. Et en plus, on regarde leurs tâches de fin d'année où ils doivent générer des rapports pour les ARS, pour montrer en gros comment l'éducation thérapeutique a réussi. Et les professionnels de santé nous disent on passe 3 jours à aller chercher tous les dossiers, alors que franchement, aujourd'hui, c'est un clic, c'est 45 secondes pour faire un rapport annuel de l'usage du dispositif. Donc, des choses hyper simples qui existent dans d'autres univers ont juste besoin d'être apportées à l'hôpital, d'être testées, utilisées pour répondre à ce qu'on voit comme problématique et l'évidence même qui est là, trop d'administratifs, éducation thérapeutique pas suffisamment personnalisée et pas d'accès à distance de l'éducation thérapeutique alors qu'on peut suivre un cours. Enfin, voilà, le Covid nous a montré que, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous montre qu'aujourd'hui, on peut échanger à travers ce type de dispositif à distance. Pourquoi pas l'éducation thérapeutique? Donc, finalement, on fait des choses simples avec des plateformes simples, hyper simples d'utilisation pour les professionnels de santé et qui enlèvent des épines du pied qui sont juste fantastiques. Donc voilà, notre parcours d'innovateur, il vient de l'observation, aller chercher des idées de l'autre côté et mettre tout ça ensemble. Bien. Et pour vous, Swazik, alors dans cette recherche d'innovation pour simplifier, rationaliser, mais au service de la prise en charge du patient, quel témoignage vous portez?
Les mêmes réflexions que les autres personnes présentent aujourd'hui, à savoir c'était d'abord un premier constat, donc de l'observation, puisque moi j'étais auparavant dans l'industrie pharmaceutique et j'ai bien vu qu'il y avait un gros décalage entre la façon dont les médecins souhaitaient être informés sur les produits disponibles et l'information qu'ils recevaient effectivement des visiteurs médicaux telle qu'elle était présentée actuellement. Donc nous, on s'est vraiment positionné sur une révolution, une innovation d'usage, puisque, in fine, c'est toujours une information qui va venir de l'industriel de santé. Par contre, ce qu'on a vraiment métamorphosé, c'est que c'est le médecin lui-même qui est à l'initiative de cette relation avec l'industriel de santé. Il choisit ou pas d'interagir avec lui. Et on a aussi transformé ces relations avec le visiteur médical, puisque c'est le médecin qui va solliciter le rendez-vous, mais également, il a le choix des plages horaires sur lesquelles lui va aller chercher l'information. Et on a vu notamment avec notre innovation qu'on a des gros pics de fréquentation, notamment pour les jeunes chirurgiens quand ils sont en garde, puisque nous, nos pics de fréquentation sur cette population de jeunes chirurgiens, c'est entre minuit et 2 heures du matin. Et aussi, on a tenu compte du fait que la plupart des médecins nous demandaient des sous-titres sur nos vidéos. Pourquoi? C'est que quand ils sont avec d'autres personnes ou dans des salles de repos, pour pouvoir regarder les vidéos sans gêner leurs confrères. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce retour-là, alors qu'au final, c'est toujours un message qui est délivré par l'industrie pharma. On est juste, nous, le facilitateur entre l'industrie pharma et le médecin pour expliquer à l'industrie pharma sous quel format les médecins ont envie de recevoir leur information. Très bien. Et donc, dans ce rôle de facilitateur, je reprends vos mots, Swazig, vous avez parlé qu'il fallait convaincre les hôpitaux, convaincre les professionnels, et toujours en recentrant ces sujets d'innovation autour du patient. Oui. Alors, pour aller un peu vers se projeter vers l'avenir, vous avez évoqué votre parcours. Quelles seraient selon vous aujourd'hui des initiatives qui sont prometteuses, qu'on peut relever pour faciliter cette innovation entre les hôpitaux et les startups, et des idées que vous souhaiteriez mettre en avant pour aller plus loin et imaginer une mise à l'échelle de cette innovation, cette coopération? C'est vrai qu'on a tous besoin en tant que start-up de pouvoir montrer des KPI, comme quoi nos solutions, elles sont pertinentes, elles ont de la valeur ajoutée pour l'écosystème. Et on a tous besoin d'avoir un espace où on va pouvoir faire nos preuves, tester les solutions. Et il y a pas mal d'organisations qui supportent les startups et qui font le lien entre startups et hôpitaux. Je pense notamment aux incubateurs, donc celui auquel Verily appartient, donc l'incubateur TechCare, où on a un partenariat avec la PHP. Donc, c'est vrai que d'avoir ce genre de support, c'est extrêmement précieux, mais il y a d'autres hôpitaux avec lesquels on pourrait aussi interagir sous d'autres formats. Et pourquoi pas faire une petite checklist avec les hôpitaux qui seraient startup friendly, où un start-upper pourrait spontanément se rapprocher de la structure pour faire le test. Et encore une fois, les start-uppers sont capables d'aller extrêmement vite, de faire des POC, donc c'est le jargon pour Proof of Concept. On dit par exemple sur 1 mois, on définit un objectif et on voit si ça accroche ou pas avec des populations. Mais encore une fois, le besoin qu'on a vraiment, c'est de trouver des gens motivés au sein des hôpitaux ou même des ARS ou des URPS pour faire le test de ces solutions-là. Parce qu'une fois que les solutions ont été pensées et essayées par les médecins, c'est toujours plus facile d'adapter la solution de façon extrêmement rapide pour qu'elle colle vraiment aux besoins du médecin et ensuite la déployer à grande échelle et avoir une vaste adhésion. Et donc, dans cet esprit de confrontation de l'innovation aux usages, d'autres réactions? Ouais, moi je voudrais rebondir alors sur ce qu'a dit Swazig, sur la notion de POC ou de bac à sable, quoi. En gros, une start-up, c'est tout simplement une jeune structure, une jeune société qui a besoin d'itérer pour trouver son marché et définir son produit. C'est ça la définition d'une start-up, mais une start-up, c'est un état passager et dans le futur, une start-up veut devenir une entreprise. Donc, qu'est-ce qui bloque, ou en tout cas, qu'est-ce qui doit être levé comme frein si on veut déployer l'innovation rapidement, efficacement dans le système de santé français? Eh bien, c'est toutes ces, ces barrières au fait de faire des POC. Et donc, du coup, ces barrières, elles viennent d'où initialement? Elles viennent de la contradiction des intérêts
entre une start-up qui a besoin d'itérer, d'aller vite, etc., et un hôpital qui doit préserver avant tout la sécurité de ses patients et la stabilité de son organisation. Donc, s'il doit y avoir un conflit initial, c'est bien celui-là. Et c'est certainement pas, je rebondis également sur ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, le déficit de culture d'innovation au sein de certaines organisations. Au contraire, nous, on a des hôpitaux qui innovent, etc., mais qui doivent innover d'un bras et se protéger de l'autre. Et donc, du coup, ça, on doit le comprendre en tant que startup. Et c'est en comprenant ça qu'on va pouvoir justement aller trouver un terrain d'entente sur l'innovation, dire écoutez, donnez-moi un service test, et puis et c'est ici où du coup, pour le coup, on parlait de rapport annuel sur l'éducation thérapeutique, on pourrait avoir un rapport annuel sur le nombre de POC et de projets bac à sable qui ont été mis en place et sur leur catégorisation. Je pense que ce serait tout à fait sain pour notre système, pour l'innovation au sein de notre système de santé, quoi. Avoir un visu sur les POC, où est-ce qu'ils ont été faits, etc. Alors, il y a des dispositifs, hein, on parle de l'article 51, de certaines choses un peu comme ça, mais bon, c'est quand même c'est des dispositifs assez lourds, quoi. C'est pas du tout ça le sujet. Il n'y a pas besoin d'un article 51, il faudrait une sorte d'article 51 light qui consiste en un droit à l'innovation, un droit au POC, quoi. Voilà, un droit au POC pour les startups. Il y a le droit au POC et puis il y a effectivement cet accès à l'information qui sont les personnes en charge de quoi dans les établissements de santé. C'est le même problème que moi j'avais quand j'étais dans le privé et que j'avais des grands groupes. Enfin, moi j'étais côté grand groupe, j'étais chez Disney, donc la grosse machine, face à des petites startups, j'étais responsable de l'open innovation. Et donc, c'était dans le processus inverse. Mais la difficulté pour notre type d'entreprise startup, en fait, elle est aussi dans le fait d'aller vite à la bonne prise d'information pour être pertinent dans notre proposition de POC ou de test ou de projet. Comme vous le dites, c'est important. Et j'encourage aujourd'hui des initiatives que je vois déjà dans le monde hospitalier à se multiplier, qui peuvent être des regroupements effectivement de labs d'essais entre établissements. Parfois, c'est au sein d'un groupe, mais parfois, c'est entre établissements de régions, donc sur le territoire, poussés par des organismes publics du territoire, ou effectivement utiliser tous ces… Nous, on a effectivement des relais Tech-Care ou à Paris, ou les villages du Crédit Agricole qui sont aussi parfois spécialisés en health tech, qui sont en fait des accélérateurs qui nous permettent d'avoir des connexions métiers plus ciblées. Et c'est ça qui permet d'être pertinent dans notre proposition de valeur pour eux. Et une chose qui nous a accéléré, donc là c'était plutôt pour asseoir ma croissance de manière directe, on a aussi nous des manières, on a voulu trouver une manière indirecte de se faire distribuer pour aussi accélérer et mettre au plus grand nombre à disposition de notre proposition de valeur, c'est d'avoir un grand groupe partenaire. Donc nous on a choisi Dedalus. C'est aussi ce qui a nous du coup accéléré aussi cette exigence aussi, santé. On a beaucoup appris, on apprend encore beaucoup de Dedalus aujourd'hui depuis plus d'un an maintenant, depuis fin 2019. Et c'est ce qui nous, en construisant des projets ensemble pour des clients communs, nous fait avancer dans la bonne direction avec des bonnes bases de compréhension du monde de la santé en toute sécurité. Et qui nous permet du coup d'identifier de manière plus transparente pour nous des secteurs des processus de décision hospitaliers. C'est intéressant, Audrey. On voit donc que toutes les parties prenantes de cet écosystème, acteurs industriels, acteurs de santé, acteurs institutionnels, ont un rôle à jouer pour faciliter cette innovation. Sylvain, vous avez réagi aussi au propos de Mehdi, notamment sur cet esprit culture d'innovation au sein des établissements. Souhaitez-vous compléter? Oui, alors avec grand plaisir. C'est vrai que l'aspect culturel est quelque chose qui est essentiel. On parle aujourd'hui, en fait, on parle de plusieurs choses. Déjà, on parle de milliers d'hôpitaux et ils sont tous différents. Ils fonctionnent tous comme des entreprises déjà différentes, si on les appelle déjà entreprises. Ensuite, ils sont au front, quoi. Leur priorité, c'est comme disait Mehdi, c'est la sécurité, s'occuper bien du patient, que ça aille vite, qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, c'est vraiment l'aspect médical. En fait, c'est des univers techniques. C'est pas des univers pour l'expérience utilisateur. Enfin, on est tous passés à l'hôpital pour nos enfants ou pour nous, et on a tous
on est tous sortis de l'hôpital bien guéris et on a tous vécu une expérience catastrophique, entre guillemets, si je peux me permettre. Donc là, je caricature bien évidemment. Et du coup, cette zone expérientielle, aujourd'hui, l'hôpital, il commence à s'y intéresser. Et c'est là justement où on découvre des innovateurs au sein de l'hôpital, c'est-à-dire des gens qui disent, tiens, maintenant, on va commencer vraiment à plus s'intéresser à la maladie ou plus s'intéresser à l'acte médical, mais s'intéresser à ce que vit notre patient quand il arrive, quand il ressort, et puis ce qui se passe à l'extérieur. Nous, on est beaucoup une fois que le patient sort de l'hôpital. Et donc, c'est cette culture qui est vraiment orientée client, qui n'existait pas, qui commence à se développer, qui va faire que justement des sociétés comme nous qui ont un ADN orienté sur l'utilisateur, à transformer cette expérience utilisateur. Et attention, le médecin est aussi un utilisateur, il faut aussi transformer son expérience. Quand ils sont dans la rue, ils sont aussi dans la rue pour dire attention, regardez, on nous pressurise, notre métier maintenant c'est de l'administratif, on ne s'occupe plus des patients, on ne fait que des actes médicaux, on est à la chaîne et ainsi de suite. Et donc c'est toute cette transformation culturelle finalement qui fait que l'hôpital s'intéresse aux patients et plus simplement à des actes techniques, qui fait que on commence à trouver nos portes d'entrée. Après, il y a plein d'autres sujets comme ces milliers d'hôpitaux, cet accès aux hôpitaux. Pour nous, c'est quelque chose qui est super compliqué, l'accès à l'hôpital et accès aux bons décideurs. Et une société comme nous qui a besoin de vivre, on ne peut pas tourner en rond des heures et des heures et des heures et des mois et des années avant que l'hôpital se mette à utiliser notre solution et se dise « Ah, mais en fait, c'est génial, pourquoi on ne l'a pas utilisé il y a 2 ans ?» Je vous le demande. Alors, il est vrai que la mise en place de directions d'innovation au sein des hôpitaux, maintenant on voit dans les signatures, il y a des directeurs de l'innovation, vont dans le bon sens, si je comprends bien, Sylvain, votre propos. Ça, clairement. Maintenant, en fait, on a même des hôpitaux qui nous invitent, chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que voilà, à la PHP, on est identifié sur un salon, type Santexpo, et typiquement, ils font tiens, on va demander à Observia de venir pitcher chez nous, comme si on était les investisseurs, et nous présenter leurs solutions. Quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte et comment on peut travailler ensemble. Et ça, c'est tout nouveau. Hein. C'est arrivé pour la première fois l'année dernière. Et on a 10 ans d'existence. Hein. Et ça peut être extrêmement rapide à généraliser. Je prends l'exemple de la réorganisation des hôpitaux en GHT. Aujourd'hui, tout le monde connaît les établissements supports, les achats, etc. Et c'est allé extrêmement vite. Donc, au final, on pourrait imaginer sur les 136 GHT, sur 37, je ne me rappelle jamais, un référent innovation par GHT. Et en l'espace de quelques années, 2-3 années, ça pourrait être extrêmement rapide justement pour mieux détecter l'innovation, organiser les bacs à sable, convier les entrepreneurs à des pitchs, etc. Et ça, ce serait… On n'a qu'à demander à Vemli. Vemli, est-ce que vous pourriez devenir la future plateforme de collaboration hospitalière c'est une bonne idée. On va créer un petit onglet plus collaboration start-up hôpitaux. Plaisanterie mise à part, nous, ce qu'on a mis aussi beaucoup en avant, c'est les dispositifs médicaux et les solutions digitales qui étaient présentées par des start-up qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une force de vente comme un Big Pharma. Et ils ont la possibilité, effectivement, sur la startup, sur la plateforme Vemli, de présenter leurs innovations. Donc, ils présentent directement, effectivement, aux médecins, mais in fine, c'est des médecins, quand les médecins hospitaliers sont en relation, derrière, ça peut générer, effectivement, des partenariats avec les hôpitaux. On a eu cas de figure, notamment pour un device en oncologie qui a généré ensuite un partenariat formel entre l'hôpital et la dite startup. Voilà. Dans ce que vous dites, c'est intéressant parce que nous, Catel, en tout cas, on veut aussi mettre du lien, on l'a évoqué avec les territoires, donc on a évoqué les institutionnels, ils sont aussi partie prenante dans cette volonté, en tout cas, d'apporter des aides et des leviers pour favoriser à l'échelle d'un territoire, je dirais, l'inondation de cette innovation au profit du patient, au profit du citoyen. Audrey, vous vouliez réagir en plus ? Non, je notais le nom de Swazik pour… Non, mais c'est une bonne idée, hein, ça, Audrey, c'est une bonne idée, je vais faire pareil. Il y a un élément qui est vraiment essentiel dans tout ça, c'est la vitesse. Hein. Et la vitesse des business models. En fait, on ne va pas à la même vitesse. Et en fait, nos besoins de vitesse ne sont pas les mêmes. On l'évoquait tout à l'heure.
entre la nécessité de transformation de l'hôpital dans son ensemble ou après de l'établissement un par un et la nécessité de faire évoluer, de tester nos produits. Comme disait tout à l'heure Mehdi, nous, notre vocation, c'est de trouver notre produit en tant que start-up. Et du coup, itération tout le temps. Et la vitesse et le fait que finalement, on a un énorme paquebot d'un côté et nous, on a un petit bateau à moteur, mais on subit à fond les vagues, mais on va à fond, parfois, en fait, on n'arrive pas à se rencontrer et on n'arrive pas à se comprendre. Et le paquebot va rarement couler, le petit bateau, il va souvent couler. Après aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi l'attente des gros paquebots que la petite start-up doit être hyper réactive, aller super vite, etc. Sauf que derrière, il n'y a pas des équipes de 50 personnes. Et quand vous avez un gros laboratoire qui va vous dire votre plateforme ou un hôpital qui vous dit votre plateforme, elle est bien, mais on va faire une attaque sur votre site pour savoir comment il réside. Derrière, c'est toutes les équipes qui sont sur le front pour se concentrer juste sur ce dossier-là. Donc, si vous avez une autre demande à côté, forcément, votre autre interlocuteur va se dire mince, bon, on ne va pas tout de suite comme ça dans la foulée. Donc, il y a aussi peut-être la communication pour leur dire ok, on est super agile dès qu'il s'agit de prendre une décision ou de changer de cap ou d'être réactif, mais aussi on a des temps qui vont être inhérents au temps humain qu'on est capable de consacrer au dossier. C'est la contrepartie de ces structures légères et agiles. On arrive au terme de cette table ronde. Beaucoup de sujets encore pourraient être débattus. On va avoir des questions-réponses avec le public. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé et de ce partage de votre parcours d'innovateur, et trouvant effectivement confiance et cultivant l'optimisme dans le fait que tout le monde a envie d'aller vers ce point d'horizon de diffuser cette innovation. Merci à tous, bonne fin de journée et on prend les questions qui suivent. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.